Je travaille précisément sur le croisement des questions sociales et environnementales. Et donc j'ai un parcours un peu atypique parce que je suis originaire, à l'origine j'étais assistante sociale. Et puis j'ai repris des études en philosophie et par ce biais-là, j'ai mis un pied dans le monde de la participation citoyenne et j'ai fait partie du collectif des observateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, donc j'ai été témoin de ce processus inédit de participation citoyenne. Alors, ce que je voulais souligner là par rapport à tout ce que j'ai pu observer cet après-midi et puis en écho au travail mené pour l'ABS, vraiment l'apport qui m'apparaît le plus important, c'est de déconstruire l'idée reçue selon laquelle ce ne serait que les bobos qui se préoccupent des questions écologiques. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Alors de mon côté, j'avais déjà mis le doigt sur certaines recherches, notamment celle d'une géographe qui s'appelle Flaminia Padeo, je ne sais pas si vous connaissez Émilie, mais elle a travaillé sur l'agriculture urbaine. Et déjà, elle démontrait que l'opposition qu'on a tendance à se faire dans nos esprits entre les bobos écolos d'un côté et ce qu'on pourrait schématiser par l'idée selon laquelle les plus précaires ont d'autres soucis que de se préoccuper de la planète, bah en fait, ce qu'elle a cherché à démontrer, c'est que c'est surtout une idée reçue qui relève de phénomènes sociaux qui cristallisent au mieux du désintérêt, au pire des résistances de la part de la population, et notamment de certaines populations précaires, face à des initiatives trop verticales qui ne prennent pas assez en compte les spécificités de territoire et la parole des habitants. Donc vraiment, c'est davantage à travers ces processus-là qui ne tiennent pas compte des préoccupations quotidiennes des habitants que se nourrit cette opposition. Ça peut être le cas, par exemple, lorsqu'une commune prévoit d'aménager un écoquartier sans réellement prendre le temps, sans réellement prendre en compte les besoins du territoire et la parole des habitants. Et ça montre bien l'intérêt justement de faire une analyse des besoins sociaux, et c'est peut-être une obligation réglementaire, mais elle a vraiment du sens et elle est super importante. Et le travail qu'a mené le CCAS des Chirolles, notamment sur le croisement des questions sociales et environnementales, bah c'est très novateur, c'est très précurseur et c'est très important. Et précisément, d'ailleurs, à un moment donné, dans l'ABS, il est posé le problème, et d'ailleurs ça a été évoqué cet après-midi, le problème de certaines normes environnementales qui accentuent certaines difficultés sociales, notamment par rapport aux vignettes critères, par exemple. Et donc là, on voit bien qu'on s'inscrit précisément dans cette réflexion où il y a des mesures écologiques qui sont prises de manière verticale et qui ne prennent pas suffisamment en compte les besoins des gens et notamment des plus précaires. Mais donc, si j'avais déjà des éléments issus de recherches pour déconstruire cette idée reçue, vraiment l'ABS des Chirolles fournit d'autres données qui confirment cette analyse, données qui sont vraiment très ancrées dans le territoire. Alors si on reprend un peu les points essentiels de cette journée et de l'ABS, qui viennent vraiment, enfin, la journée d'aujourd'hui qui vient vraiment compléter les données de l'ABS, je peux fournir quelques éléments et au passage je voudrais vraiment saluer le travail qui a été mené autour du découpage en 5 thématiques qui ont été identifiées, et ce type de catégorisation il est vraiment nécessaire pour envisager des travaux participatifs comme à la Convention citoyenne où 5 groupes de travail avaient été organisés autour de 5 thématiques. Mais il faut cependant garder à l'esprit que tout est lié. On catégorise pour travailler, mais il y a des liens à faire entre chacune des thématiques. Le lien social permet de travailler sur les inégalités, l'éducation populaire permet d'agir sur l'environnement et la santé, etc. Donc vraiment tout est lié, et moi je vais justement mettre un peu... je ne vais pas m'attacher à faire atelier par atelier. Et donc je vais mettre un peu en lumière rapidement les points qui m'apparaissent essentiels. Donc d'abord,
les Échirolois se soucient tous de leur qualité de vie. Et vraiment, je trouve que c'est très juste d'avoir choisi cet angle d'étude dans le cadre de l'ABS pour parler de l'environnement, pas que, mais notamment pour parler de l'environnement. Et c'est bien là ce qui permet d'inclure les questions écologiques dans les préoccupations quotidiennes. Je parlais tout à l'heure de l'importance de prendre en compte les préoccupations quotidiennes de la population. Et vraiment, là, c'est un angle de travail qui le permet vraiment. Donc, tous les Échirolois se soucient de leur qualité de vie. Ils souhaitent vivre dans un environnement avec une qualité de l'air, une qualité de l'eau convenable. D'ailleurs, les effets sur la santé des pollutions sont très bien identifiés. Je voyais dans l'atelier sur la santé, il y avait toutes les petites gommettes vertes. Donc là, vraiment, je pense que aujourd'hui, tout le monde se rend vraiment compte du lien entre pollution et impact sur la santé. Tous les Échirolois ont envie d'une ville avec de la nature, de la verdure, du calme, de la sécurité, et ont envie et besoin d'infrastructures, donc des bâtiments et des services publics qui sont préparés aux événements extrêmes, comme notamment les canicules. Tous les Échirolois se préoccupent du lien social, et ils ont vraiment conscience que cela passe par des équipements publics et des services de proximité. Donc vraiment, cette notion de proximité, elle est vraiment particulièrement importante. D'avoir un aménagement de la ville et un maillage territorial qui permettent une vie collective, donc en dehors de chez soi, sereine et attractive. Les Échirolois ont aussi besoin de mesures et d'actions qui les aident sur le plan économique, sur le plan du budget, mais là on est sur le terrain du pouvoir d'achat, pour faire écho à l'actualité politique. Quand on parle d'isolation thermique des bâtiments, c'est en lien avec le poids sur les budgets. Quand on parle de la question des mobilités en adéquation avec des objectifs écologiques, là aussi on voit que le problème c'est que ça pèse pas trop sur les budgets. Donc la question économique, c'est un angle par lequel aussi on doit associer la question environnementale et la question sociale. Alors bien sûr, les habitants d'Échirolles peuvent avoir du mal à changer leurs pratiques. C'est ce que révélait l'ABS, dont le rapport, je ne sais pas s'il a déjà parlé ou pas, mais enfin en tout cas, ça a été soulevé. Mais en fait, comme tout le monde, comme la majorité, l'écrasante majorité des gens, et même pour ceux qui se disent écolos, comme moi par exemple, on voit à quel point il est difficile vraiment d'adopter des comportements vraiment vertueux, parfaitement vertueux. On voit comment il est difficile pour tous de mieux consommer. Et c'est bien là la difficulté qui peut confiner à l'inaction. La question centrale, c'est donc véritablement de comprendre quels sont les leviers pour changer nos habitudes et pour passer à l'action, tant au niveau individuel, chacun dans nos vies, qu'au niveau collectif, c'est-à-dire dans les mesures qu'on prend au niveau collectif, que prennent nos élus, que nous choisissons pour les représenter. Voilà. Après ce petit temps dédié aux considérations de terrain, je voudrais aussi prendre un petit temps pour resituer l'enjeu global écologique. Même si l'ABS d'Échirolles, lors des échanges, on voit bien qu'il existe, qu'il y a une conscience qui est relativement importante des Échirollois face aux enjeux environnementaux. Il est toujours bon de faire quelques rappels. D'ailleurs, même les nouveaux députés ont eu droit à des petits cours organisés par les scientifiques là, devant l'Assemblée nationale. On a toujours besoin de se rappeler ce que disent les scientifiques à ce sujet et de rappeler que sans l'ombre d'un doute, il y a un consensus absolu sur le sujet, consensus bien sûr, en dehors de tout un tas d'actions de désinformation qu'il a pu y avoir autour de la sphère climato-sceptique, et action de désinformation qui est prouvée par un travail journalistique précieux que je voudrais mentionner ici, un journaliste qui s'appelle Nathaniel Rich et qui a écrit un travail qui s'appelle Perdre la Terre et qui montre bien
que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de doute à avoir et que si doute il y a, ça a été introduit par des actions spécifiquement menées. Voilà, donc je trouvais que c'est intéressant de le rappeler ici. Et puis, donc du coup, voilà, je voulais rappeler qu'il ne faut pas oublier que, pour reprendre la formule d'un astrophysicien et philosophe que j'apprécie particulièrement et qui travaille ici à Grenoble, enfin à côté d'ici, donc Aurélien Barraud, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble et qui rappelle qu'il s'agit là du plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Donc pour reprendre ici les éléments qui m'apparaissent d'une importance primordiale, des éléments scientifiques, je vais aller très rapidement, mais les scientifiques ont catégorisé 9 limites planétaires qu'il s'agit de ne pas franchir avant que l'humanité n'assiste à un changement d'état irréversible des écosystèmes. En gros, si nous franchissons toutes ces limites, ces 9 limites, notre planète deviendra presque invivable. Donc c'est pour ça que les scientifiques tentent de sonner l'alarme avant qu'il ne soit trop tard, et que ceux qui considèrent que les cris d'alarme sont alarmistes, en fait ça relève un peu de l'irrationalité. Pour situer un petit peu sur ces 9 limites planétaires, il y en avait 4 qui étaient déjà franchies en 2015, il y en a 2 que nous venons de franchir en 2022, et il n'en reste donc plus que 3 sur lesquels on peut agir. Donc, comme dit Aurélien Barraud, il convient de rappeler que notre enjeu premier doit être, pour chacun et nous tous, cet enjeu écologique. Une petite remarque par rapport à des échanges que j'ai entendus là dans les ateliers. Je voudrais souligner que tous les scientifiques, comme par exemple Jean-Marc Jancovici, Philippe Biwix, nous enjoignent à se méfier de la technologie pour résoudre les problèmes et qu'on ne pourra pas faire l'économie de plus de sobriété. Voilà. Bon, mais Aurélien Barraud dit aussi que la seule façon d'y parvenir pour résoudre cet enjeu écologique, c'est de prendre en compte la question sociale. Et là, vraiment, ça nous pousse à dépasser un petit peu les débats politiques qui tendent à opposer justement un peu la question sociale et environnementale. Car puisqu'il s'agit de réduire nos activités polluantes, de réduire la consommation des ressources, et donc de savoir comment les partager, puisqu'il s'agit de changer nos modes de vie, en fait, cela ne peut s'envisager qu'avec la garantie que ça se fasse dans un esprit de justice sociale. Et on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'adhésion de la population, et il y a du désordre social, et il y a encore de l'inaction, puisque on ne se met pas d'accord sur des mesures à mettre en place. D'où d'ailleurs le mandat qui avait ensuite été donné à la Convention citoyenne, suite à cette crise des Gilets jaunes, pour réfléchir à des mesures dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale. Donc il faut absolument traiter cette question de justice sociale et la question des inégalités sociales et environnementales. Et là, je reprends un peu les travaux de l'ABS. Ça passe par le prisme économique. Donc dans l'atelier sur les inégalités, et donc en écho aux travaux sur l'ABS, on voit que toutes les actions doivent passer par des solutions à meilleur coût pour les populations qui sont dans le besoin. Donc comment s'habiller, comment s'habiller, comment bien se nourrir, etc. à un meilleur coût. Ça répond vraiment à ce prisme économique. Et puis il y a la question des inégalités de territoire aussi qui a été qui est très marquée à Échirolles. On l'a vu avec le petit graphique sur les nuits tropicales. En fait, cette question des inégalités de territoire, elle doit être prise en compte par les pouvoirs publics à travers une question de des choix de répartition des services, des infrastructures. Ça doit vraiment diriger l'action publique dans un esprit aussi de comment mettre davantage de services de proximité dans les territoires qui en ont le plus besoin. Pour faire un petit parallèle, il existe bien des zones d'éducation prioritaire qui doivent en principe avoir plus de moyens. Là, je crois qu'il est aussi nécessaire de penser une répartition des moyens face à l'ensemble des problèmes en lien avec les questions sociales et environnementales.
il en va de la capacité de résilience de notre société. Et la résilience, c'est vraiment identifier des points de rupture possibles et y investir les moyens nécessaires là où il faut. Voilà, enfin, je voulais finir sur la question de l'éducation populaire et de la participation, parce que c'est fondamental, on l'a bien vu à travers la Convention citoyenne pour le climat. Alors pourquoi l'éducation populaire ? Parce que c'est en élevant toujours plus le niveau de connaissance pour tous au sujet des enjeux complexes de notre société qu'on peut être en capacité d'agir, notamment à travers la participation citoyenne qui doit aussi se développer. Mais aussi pour adhérer ou pas aux mesures décidées par les pouvoirs publics. On l'a bien vu avec la crise du Covid, la question de la connaissance, c'est un enjeu majeur au niveau collectif pour adhérer aux mesures, ou pas, ou pour justement s'y opposer. La question de la participation, elle est essentielle à différents niveaux, elle est essentielle pour les pouvoirs publics, parce que ça leur permet de construire leurs mesures en adéquation avec les réalités de terrain, en prenant en compte les intérêts de tous, des personnes. Voilà. Pour la population, ça permet d'être là pour peser dans les processus de prise de décision et de bien saisir aussi tous les enjeux, toutes les contraintes et les difficultés qui doivent être traitées dans les prises de décision. Donc il s'agit là à ce moment-là, il ne s'agit plus seulement de critiquer, de bloquer, mais aussi d'agir, parce que c'est bien là l'enjeu là pour résoudre les problèmes climatiques, écologiques. L'enjeu c'est comment on passe à l'action. L'État a été condamné pour son inaction, il s'agit donc bel et bien d'agir, mais donc à travers des processus qui prennent en compte les intérêts de tous. Et donc, à travers les processus participatifs, on peut aussi accroître les connaissances, et je l'ai bien vu à travers la Convention citoyenne pour le climat, tous les participants sont devenus, d'une certaine façon, des experts de la question du climat aujourd'hui. Et puis, d'ailleurs, je pense que cet après-midi, ce forum participatif aussi vous sert à vous tous de gagner en connaissances et en compétences sur le sujet. Et c'est ça qui permet vraiment de devenir pleinement citoyen et acteur de nos vies. Bien, il va m'appartenir de clôturer cet après-midi de travail. Je ne vais pas redire énormément de choses. Mélanie Carrère a repris beaucoup de conclusions aussi qu'elle a, je pense, confortées avec ce qu'elle a pu voir aujourd'hui. Conclusions qui ont été mises en exergue dans l'analyse suite au questionnaire qui a été porté par les services. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'il y a cette convergence entre les constats qu'on fait, convergence aussi avec ce que j'ai pu entendre aussi dans une plénière du Conseil européen social-économique sur les questions de santé, d'environnement et les questions sociales. Je crois que c'est important de rester attentif à cette question et de continuer à se mobiliser. Donc nous, de notre place d'élu, ce qu'on va proposer, c'est bien entendu de prolonger le travail. Je vais vous remercier chacune et chacun pour votre implication aujourd'hui, que vous soyez alors les professionnels, vous portez les orientations politiques et vous savez que c'est intégré dans le mandat. D'ailleurs, je vais vous demander de bien vouloir excuser Daniel Bessiron, qui est notre adjoint au développement durable, qui est particulièrement impliqué sur toutes ces questions-là et qui ne peut pas être avec nous, qui n'a pas pu suivre les travaux autant qu'il l'aurait souhaité, mais je vous prie de croire qu'il s'empare des résultats avec une grande satisfaction de voir que, j'allais dire, la mayonnaise prend. Oui, on arrive à mettre en place des espaces de concertation et de participation avec les habitants. Lui, avec beaucoup de comités consultatifs sur les ondes, sur différentes questions que les habitants et les habitantes portent, et de remettre tout ça ensemble, de remettre tout ça en commun, c'est ce qui nous permettra d'avancer. Je crois que on se rend compte quand même que le constat, il est malheureusement ce qu'on a pu voir aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, que le changement, c'est pas évident, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça appelle
des efforts, des façons de fonctionner différentes, des prises de conscience en permanence à tous les instants. Et ça, c'est difficile. Il y a des choses très intéressantes qui se passent dans les familles. C'est que les enfants sont très sensibilisés à cette question au niveau de l'école et que eux sont des véritables ambassadeurs et ambassadrices auprès de leurs parents. Pour ce qui est d'éteindre les lumières, de couper le robinet d'eau, de ne pas laisser couler, enfin d'avoir tous ces petits gestes qui pourront nous permettre de sortir la tête de l'eau et puis de ne pas, j'allais dire, crever avec la planète, quoi. Il faut qu'on arrive à rester sur cette terre et surtout à arrêter de l'abîmer et de faire en sorte que ce soit une terre d'asile pour toutes et tous. Alors bien sûr que la question sociale, elle est fondamentale, hein. On a, nous, un peu, alors peut-être j'allais dire un peu trop, cette tendance à la mettre en avant et à la faire traverser tous les sujets, parce que je pense qu'elle est quand même fondamentale. Vous disiez la technologie ne fera pas tout. C'est vrai que la technologie ne fera pas tout. On a eu plein de fausses bonnes idées, hein. Depuis des décennies et des décennies, on a inventé plein de choses, puis on se rend compte aujourd'hui que c'est pire que le remède et pire que le mal, donc il faut vite arrêter. Je pense à la clim, enfin des choses comme ça. Voilà, les avions, les voyages, tout ce qu'on aurait tendance à faire, à dire c'est bien, ben ouais, va peut-être falloir qu'on se calme là-dessus et puis qu'on trouve d'autres façons de fonctionner. Donc ça va demander des mutations énormes dans notre société, et ça, il faudra bien qu'on arrive toutes et tous à les intégrer, à les faire passer dans les espaces de travail. C'est pas toujours simple, à accepter je prends 2 secondes ma casquette RH aussi, les changements d'horaire, les journées continues pour certains employés, certains agents qui sont à l'extérieur par exemple, mais même dans certains équipements où il fait très chaud, pouvoir aussi s'adapter au rythme des usagers qui vont venir que le matin et pas l'après-midi à certains moments, peut-être décaler les horaires d'ouverture, ouvrir en soirée. On va vous faire des grandes journées avec plein d'horaires coupés, ça va être super. Mais vous n'aurez pas chaud. Non, je plaisante. Mais voilà, il faut qu'on arrive à garder, à raison garder, comme on dit, et puis à faire en sorte que tout le monde soit bien, que la population soit aussi à l'aise pour sortir et pour vivre dans la ville, pour vivre sa ville, au-delà que vivre dans la ville, vraiment vivre sa ville. C'est un challenge que nous prenons à bras-le-corps et que nous souhaitons résoudre avec vous toutes et vous tous. Donc oui, votre parole, elle est précieuse aujourd'hui, elle sera valorisée, bien entendu, elle sera reprise dans l'ABS qui va être publié en début d'année, hein, je vous l'ai dit. On aura l'occasion de se revoir en novembre prochain, où on pourra peut-être débriefer et puis continuer. Le travail, il n'est pas fini, hein. On a posé, je dirais, on a fait le cahier de texte aujourd'hui avec tous les devoirs qu'on a à faire. Après, il faut que chacune et chacun puisse revenir avec son voisin, sa voisine, ses enfants, ses amis, enfin voilà, et qu'on puisse s'aimer sur la ville pour que tout le monde s'empare de la question. On a plein de lieux de concertation, les maisons des habitants, on a le forum permanent des retraités qu'on vient de mettre en place. Il faut qu'on arrive à continuer à échanger, à construire ensemble, et puis faire en sorte que notre société, elle soit la plus vivable possible pour chacune et chacun. Je vais remercier Mélanie Carrère pour avoir accepté d'être notre grande témoin aujourd'hui. Votre regard nous sera aussi important, parce que tout ce que vous avez dit, et je crois qu'on a filmé, et je trouve que c'est bien qu'on puisse garder ça, parce que oui, nous, c'est aussi notre feuille de route, c'est aussi les lignes qu'on va devoir suivre et qu'on va devoir prolonger avec le plus d'habitants et d'habitantes possible. Donc on va continuer dans cette dynamique de participation, on garde vos coordonnées, on vous recontacte et on recommence et on se retrouvera. Merci encore.